évoqué l'histoire, nous avons évoqué la poésie, à la faveur d'un exercice poétique sur les dictionnaires. Et maintenant, nous avons deux illustrations, du moins j'ai entre les mains deux illustrations d'un genre qui est, je crois, trop rarement représenté dans notre littérature d'aujourd'hui, le genre du conte, qui ne se réduit pas au conte qu'on raconte à ses enfants le soir pour les endormir, mais qui est un genre littéraire à part entière et un genre qui peut être traité avec la subtilité, et si vous me permettez de le dire, la poésie, qui est la vôtre dans ces deux recueils, Madeleine Guérin. Alors, je crois que d'abord, il faut parler de vous, parce que vous avez de multiples talents, et peut-être faut-il, d'ailleurs, la réunion de tous ces talents pour obtenir un conte. Vous êtes ancien élève des langues orientales, peut-être que vous allez nous dire quelle langue vous avez étudiée. Le japonais. Le japonais. Le japonais, oui. C'était il y a un certain temps. Je me posais la question en vous lisant parce que j'ai lu très très attentivement ces deux contes hier en rentrant du Moyen-Orient en avion et je me disais, est-ce que c'est l'arabe qu'elle a appris parce que la présence des Mille et une nuits, et il est vrai que les Mille et une nuits sont plus persanes qu'arabes, c'est vrai. La présence des Mille et une nuits est très très sensible dans votre livre, et puis il y a une manière qui peut rappeler celle du conte arabe. Le japonais, donc. Vous avez suivi plusieurs formations artistiques, le chant classique, la danse, le théâtre, les claquettes. Vous donnez des cours de chant, des récitals, surtout pour les jeunes. Mais aussi, vous écrivez des contes, des nouvelles, des pièces de théâtre. Vous organisez des stages de contes, des stages de théâtre, des stages de chant. Et vous êtes également conteuse. Ça, je crois que c'est très important parce que c'est un véritable art à part entière que le conte oral. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience à ce sujet, des réactions de votre public, du type de public auquel vous vous adressez, qui, j'imagine, ne se confond pas avec le public de vos lecteurs? C'est très difficile à savoir. En fait, c'est un public très varié. Et par expérience, je suis allée dans des écoles en pleine campagne pour des classes de primaire et même de maternelle. Et je suis allée le faire sur des petites scènes. Donc là, c'est un autre public. C'est un public peut-être plus urbain. Je sais pas, on va dire ça comme ça. Mais chaque fois, c'est une rencontre différente entre le conte, le public. Et je crois que ce qui est très important dans le conte, c'est les premières minutes. C'est celle-là qui détermine l'attention des enfants et des grands-enfants. Parce que quand on voit les yeux des parents, on retrouve l'expression de l'enfance. Nous avons tous besoin des contes. Voilà, donc il y a une capacité à s'émerveiller qui demeure, tant mieux. Malgré tout, malgré la vie trépidante, une vie où on n'a pas toujours le temps de penser, de se mettre en retrait. Et le conte, c'est aussi une façon, d'une part, de voyager, et puis de retourner à quelque chose peut-être de plus simple, de plus naturel, et de retrouver sa part d'enfance. Et comment expliquez-vous que dans notre civilisation, et en particulier en France, la pratique du conte soit si réduite quand on fait la comparaison avec d'autres régions du monde? La collection dans laquelle vous avez publié vos contes, publiée aux éditions de l'Harmattan, est une collection qui est extrêmement riche en contes traduits de telle ou telle langue africaine, contes bédouins d'Algérie, contes Zagawa du Tchad, je prends quelques exemples parmi d'autres. Très très rare. Les contes français, et très rare, je crois, l'activité de conteuse qui est la vôtre. En fait, je crois qu'il y a en France environ 2500 à 3000 conteurs. Alors, bon, ils ne sont pas tous français, mais il y en a beaucoup qui sont français. Et on les trouve un petit peu partout, mais peut-être aussi cela vient de la maladie française de tout vouloir cataloguer, organiser, et à partir de là, scléroser les choses. Parce qu'il y a des organismes de conteurs. Ça existe. Vous avez la Maison du Conte, par exemple, à Chevilly-la-Rue, vous avez... Est-ce que vous ne croyez pas quand même que le public d'aujourd'hui, chez nous, est plus attiré par le roman policier, par ceci, par cela, et ceci au détriment du conte, alors que l'adulte a besoin du conte comme l'enfant en a besoin? Écoutez, je ne sais pas, parce que j'ai eu la proposition il y a 2-3 jours
de faire une après-midi ou une soirée même de contes dans un café. Donc un café, c'est quand même plus un public d'adultes, mais la personne a dit ah oui, oui, moi je veux des contes, il y aura un pianiste avec moi, et c'est quand même en soirée. C'est encourageant. Mais c'est encourageant parce qu'il y a plusieurs cafés et c'est pas à Paris, je veux dire, c'est dans une petite ville. Donc mais je crois qu'il faut aussi qu'on ait la volonté d'aller vers les gens, d'aller vers les lieux publics, les lieux de convivialité, pour proposer aussi ce genre d'exercice et ce genre de rencontres. Non pas de créer un besoin, mais au fond de le relayer. Non, oui, c'est pas créer un besoin, parce que je pense que ce besoin de contes, de belles histoires, de choses qui nous font rêver, on l'a. Et on l'a encore plus peut-être aujourd'hui que tout va de travers, si je puis dire, et où la situation est difficile, où si vous prenez le métro, les gens sont tristes, on les sent. On sent le silence est lourd, il est soucieux, on voit le regard des gens qui se vident et puis on les sent perdus dans leurs soucis. Et je pense qu'ils ont besoin au contraire de cette parenthèse pour voir, pour respirer. Oh, ce serait formidable si dans le métro, au lieu d'entendre des musiques parfois assourdissantes, on entendait la parole d'un conteur ou d'une conteuse. Oui, alors il faudrait qu'il s'arrête toutes les... Ouais, ça serait un commode pour lui. Ça serait pas facile, je crois. Il faut bien l'avouer. Mais ça peut se faire dans la rue aussi. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre, sur la place des Abbesses, à l'extérieur, à Montmartre. Oui. On fait un peu froid, mais ça se fait aussi. Alors, vous êtes passé du conte dit au conte écrit, ou l'inverse, ou les deux se sont toujours mêlés pour vous? Écoutez, je ne sais pas vraiment, je ne me rappelle plus. C'est difficile. C'est difficile. Ce que je peux dire, alors, pour répondre à votre question concernant le côté un peu oriental, c'est que quand j'étais petite, j'étais une petite fille très solitaire. J'aimais bien les vacances où je voyais personne, ça m'arrangeait. Dans le jardin, il y avait de la pelouse, et puis il y avait un grand carré avec du sable, parce que j'aimais bien faire un peu de trapèze, monter à la corde, me balancer. Et à côté, dans la pelouse, il y avait des mauvaises herbes. Et moi, j'arrachais les mauvaises herbes et je les repiquais dans le sable. Et c'était l'oasis qui prenait naissance. Alors, pourquoi, d'où ça vient, je ne sais pas vraiment, je ne me rappelle pas. Alors, on va retrouver le sable, puisque l'un de vos contes s'intitule « Le petit grain de sable ». Je crois qu'il faut que vous nous le rappeliez. C'est peut-être difficile de dire brièvement. En fait, c'est un texte sur la différence et comment on peut se sentir différent, même dans un groupe où on est né. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas tout à fait de la même façon, parce que pour plein de raisons. Alors, ce petit grain de sable, il est un peu solitaire, il est un petit peu différent. Et puis à force d'être un petit peu différent, un petit peu dans la lune, il agace. Et c'est vrai qu'on aime mieux un peu les moutons de Panurge, on aime mieux que tout le monde soit dans un moule et suive le mouvement. Et lui, il reste un petit peu en dehors, il est un peu rêveur, et très vite, il agace les siens. Et à la fin, à force de les agacer, eh bien, il le rejette. Et il s'en va. Et il s'en va, en fait, c'est une quête. Il s'en va à la recherche des autres et à travers les autres de lui-même. Et bien sûr, il lui arrive pas mal d'aventures avant de trouver qui il est. Et en fait, c'est aussi pour dire qu'à l'intérieur, il y a souvent un diamant, mais c'est un diamant qui n'est pas taillé, il est brut, il ne brille pas. Il est moche. C'est un caillou. Alors vous voyez, on résume chacun à sa manière. Moi, je vais vous dire la manière dont je le résume en tant que lecteur, mais que lecteur, non pas oriental, mais orienté, c'est-à-dire quelqu'un qui est tourné vers les études littéraires, quelqu'un qui se préoccupe de la technique de l'écriture,